Lundi 7 mars, Yorana, merci d'être au rendez-vous. Voici les titres de l'actualité. Les Raromatei privés de leurs marchandises, mais pour combien de temps? Le déchargement n'a pas pu être effectué aujourd'hui car les conditions de sécurité n'étaient pas réunies. L'histoire russe et les pays de l'Est ne figuraient pas forcément au programme d'histoire-géographie, mais les professeurs ont dû revoir leurs cours pour répondre aux questions, parfois aux inquiétudes de leurs élèves concernant la guerre en Ukraine. À partir de ce lundi, la première vous propose chaque soir un éclairage sur l'élection présidentielle. 12 candidats sont officiellement sur la ligne de départ grâce au parrainage obtenu. Quels sont ceux soutenus par les élus polynésiens? Réponse avec Natacha Silagi dans un instant. À l'aube de la journée des droits des femmes, coup de projecteur sur le parcours exceptionnel de Titawa Morin. Être épanouie, autonome et bien éduquée, c'est ce qu'elle souhaite aux générations futures et particulièrement aux petites filles. Le heiva des écoles est une aubaine pour les artisans. Tehei fabrique des ukulélés et des baguettes. Chez lui, c'est notre Aaïfenua. Vous le savez, c'est une surcharge du navire qui est à l'origine de la voie d'eau dans le Taporo 7. La preuve avec ce chiffre, 1400 tonnes de fret avaient été embarquées. C'est beaucoup trop selon les experts. Des marchandises à destination des îles sous le vent. Elles devaient être débarquées cet après-midi, mais le port autonome et l'équipage ont préféré jouer la carte de la sécurité. Les explications de Chiquita Darouzès et Hitimanaki. Le capitaine et les employés du Taporo 7 attendaient depuis 7 heures du matin au quai de Motuta. 2 grues de la société Boyer devaient arriver, l'une côté mer et l'autre du côté des quais pour décharger les conteneurs qui n'ont pas été touchés. En attendant leur arrivée, un contrôle sous-marin est réalisé afin de vérifier la stabilité du navire et l'état de la coque. On reporte les images que l'on prend sous la coque. À partir de là, ça leur permet aussi de voir l'évolution du bateau et aussi de déterminer comment commencer les opérations de levage. Un déchargement finalement reporté. Une grue de levage était bien arrivée dans l'après-midi. Les cales aussi étaient prêtes, mais impossible de les utiliser. Le port autonome redoute un affaissement du quai pendant la manœuvre. Donc le bateau penche du mauvais côté, c'est-à-dire que le côté où il est, après, il y a un tombant. Et donc, il ne faudrait pas que la gîte s'accentue plus et qu'après, les conditions de sécurité ne soient pas réunies pour pouvoir décharger la cargaison en toute sécurité. Alors pourquoi on n'a pas pu faire le déchargement côté mer? Alors, on évite le déchargement côté mer parce que ça suppose des moyens maritimes, donc une barge avec une grue, qui ne seront pas ancrés sur le sol, donc qui seront déjà mobiles sur l'eau, donc ce qui déjà est un petit peu plus complexe. Et surtout, pour des raisons de sécurité qui ne sont pas des moindres, c'est que le bateau penche sur bâbord. Et si on met la barge, forcément, elle va être sur bâbord, à couple du bateau. Et si on commence à lever une charge et que le bateau se déséquilibre, la barge n'aura jamais le temps de partir et le bateau risque de s'effondrer sur la barge avec les conséquences qu'il peut y avoir pour les moyens humains. En attendant, les 2 cales du fond du bateau sont inondées. La société Taporo n'a pas encore estimé les pertes, mais elle compte mettre tous les moyens pour sauver ce qui reste. Les agents de la direction régionale des douanes n'en peuvent plus de leurs conditions de travail. Un préavis de grève a été déposé et sera effectif demain. La liste de revendications est longue. Ils dénoncent un manque d'effectifs, des violences sexistes et sexuelles ainsi qu'un harcèlement moral. Les douaniers vont même plus loin et demandent le retrait du titre de chevalier de l'ordre de Tahiti d'un cadre et de sa qualité de jury pour les épreuves orales du concours dues à des risques de conflit d'intérêts et de partialité. Le bruit de la guerre ne s'arrête pas aux portes des salles de classe. Le déclenchement de l'offensive russe contre l'Ukraine inquiète jusque dans les établissements scolaires. Les élèves, abreuvés d'images et de vidéos sur les réseaux sociaux, vivent la guerre quasiment en direct. Les enseignants sont soumis à un flot de questions et au devoir d'y répondre. Les détails avec James Hu et Hubert Yao. À plus de 20 000 km du champ de bataille, la guerre suscite de nombreuses inquiétudes des élèves en Polynésie. Dans cette classe de 3e du collège de Tiperoui, la majorité des élèves se sont concernés par ce conflit armé entre l'Ukraine et la Russie.
J'étais en train de regarder les infos sur la télé et là je vois il y a plein de chaînes qui parlent de l'Ukraine, que Poutine avait déployé ses militaires aux frontières. Et là, ça commence à m'inquiéter. Je trouve ça important parce que c'est quand même ce qui se passe autour de nous. Et même si c'est loin de notre petite île, ça nous concerne quand même parce qu'on est la Polynésie française et la France, elle est près de l'Ukraine, etc. Ça nous concerne un peu tous parce que quand on sait que c'est une guerre, même si ça se passe en Europe, ça peut avoir des répercussions mondiales sur le nucléaire, sur l'économique et comme on est en train de le voir là, par exemple, sur des raisons politiques. Pour comprendre le conflit, le site Eduscol propose pour le second degré un texte synthétique qui revient sur l'histoire de l'Ukraine depuis sa création en 1917 jusqu'à aujourd'hui, en passant par ses relations complexes avec Moscou au sein de l'URSS. Alors, comme on a pu voir dans leur réaction, il y a un petit peu d'inquiétude, surtout quand il y a des mots comme dissuasion nucléaire, centrale nucléaire, etc. qui émergent. Donc, c'est un questionnement. Alors, ils sont d'autant plus sensibilisés à la question qu'on travaille sur l'enseignement du fait nucléaire en 3e et dans cette classe en particulier. Et donc, ils savent à peu près de quoi on parle. Donc, ça les inquiète, c'est sûr. Et ils ont besoin d'éléments pour comprendre la situation. Comprendre la situation, c'est aussi faire la différence entre histoire et actualité. À l'heure du numérique et des réseaux sociaux, la guerre entre les deux nations se déroule également sur Internet. André Tahimanari, intervenant en classe média, rappelle à ses élèves les règles de base du journalisme. Ils comprennent ce que c'est qu'une guerre, ils comprennent ce qui se passe dans le monde avec tout ce qui se voit sur les réseaux sociaux, mais à nous de leur expliquer le vrai ou le faux, à comparer l'information et surtout à aller chercher la bonne information en comparant avec plusieurs médias, en comparant avec les auteurs de ces photos, de ces images. Donc nous sommes là pour leur montrer comment distinguer d'une vraie ou d'une fausse information, un fake news. Pour le premier degré, un document disponible sur le site Eduscol propose des conseils, des pistes et des ressources pour répondre aux questions des élèves sur la guerre en Ukraine, un conflit qui n'est pas près de se terminer. Et c'est dans ce contexte de guerre que la campagne présidentielle est lancée. On en parle tout de suite. Le Conseil constitutionnel a donc validé 12 candidatures. Voici les prétendants au trône présidentiel après une course effrénée au parrainage. Parmi ces candidats, plus de la moitié s'est déjà présentée au scrutin national. Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon ou encore Philippe Poutou. Tandis que pour Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Fabien Roussel ou encore Éric Zemmour, ce sera la première fois que leur nom sera inscrit sur un bulletin. Mais la campagne présidentielle s'annonce déjà compliquée, Natacha Silagi, par la guerre en Ukraine. Oui, puisque l'élection présidentielle ne fait pas la une, mais elle aura bien lieu les dimanches 10 et 24 avril prochains, la veille en Polynésie en raison, comme d'habitude, du décalage horaire. Et puis, vous l'avez dit, 12 candidats ont donc obtenu les 500 parrainages. C'est Valérie Pécresse, la candidate des Républicains, qui en a obtenu le plus. En Polynésie, sont-ils tous représentés ? Alors oui, en tout cas, les 6 principaux candidats en tête de liste des sondages. Édouard Fritsch est donc le fort soutien d'Emmanuel Macron. Éric Minardi, le représentant du RN en Polynésie. Éric Zemmour est représenté, lui, par Tawiti Nena, conseiller municipal à la mairie de Papeete. Et puis Jean-Luc Mélenchon est représenté par Maïré Bob Dupont, qui s'était présentée, elle, aux élections municipales l'année dernière à Moorea. Marcel Touihani représente Valérie Pécresse. Et c'est Jackie Briand, bien sûr, qui représente les Verts, et Yannick Jadot. Et la Polynésie a-t-elle amené beaucoup de parrainages ? Alors d'abord, l'Outre-mer a amené beaucoup de parrainages, plus de 400 au total, dont 200 rien que pour Emmanuel Macron. 110 parrainages proviennent de Polynésie et donc sont pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui n'avait eu aucun parrainage en 2017, puisque vous vous en souvenez, le candidat du gouvernement d'Édouard Fritsch
eh bien, c'était François Fillon. Et puis sa récente venue en Polynésie a sûrement encouragé aussi les maires et les élus. Et puis deuxième candidat des parrainages outre-mer, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et est-ce qu'on connaît officiellement le nom des parrains en Polynésie? Alors, on en connaît tous les noms depuis ce matin. Parmi les 110 parrainages d'Emmanuel Macron, Michel Buyard, Teva Rohfritsch ou encore Matthijs Brodersen. Marine Le Pen a obtenu le parrainage de Jeffrey Salmon ou de Nui Haolore. Éric Zemmour a obtenu, lui, le parrainage du maire de Tatakoto et du maire de Mopiti. Jean-Luc Mélenchon, un seul parrainage, celui du député Moetai Brodersen. 7 parrainages pour Valérie Pécresse, dont Sylviane Tero Atea, ex-maire d'Uturoa, et le parrainage du maire de Vairao, et aussi un seul parrainage pour Yannick Jadot. C'était un peu la surprise, puisque Teura Iriti a fait comme elle le voulait, et elle a donc décidé de parrainer les Verts. Il faut rappeler que ces parrainages ne sont pas censés coller des étiquettes politiques aux élus qui ont décidé de parrainer. Et donc, la campagne est lancée de fait depuis aujourd'hui. Alors, la campagne est lancée de fait et jusqu'au 27 mars, ce sera l'équité. Comprenez que tous les candidats seront représentés à l'antenne, en télé, radio et sur Internet en fonction de leur poids politique. En revanche, à partir du lundi 28 mars, c'est l'égalité qui s'appliquera et tous les candidats auront exactement le même temps de parole jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle. Reste à savoir si les électeurs polynésiens se rendront aux urnes, puisqu'en 2017, le taux d'abstention pour la présidentielle en Polynésie s'est élevé à 61%. Merci Natacha pour toutes ces explications. Et sachez que les débats ont déjà commencé sur la première radio. Ils se poursuivent demain en langue tahitienne à 17h10 et ils seront diffusés en soirée en télé. Et avant même la publication de la liste officielle, beaucoup d'électeurs ont déjà fait leur choix, quand d'autres sont encore indécis, à l'image de ces Polynésiens vivant dans l'Hexagone qu'ont rencontré Nathalie Sarfati et Mourad Bouretima. Ils sont nés en Polynésie et vivent en région parisienne depuis plus de 20 ans. Ils nous ont conviés autour d'un mât à lentilles, repas familial du Fénois par excellence, pour évoquer l'élection présidentielle. Tradition oblige, tout commence par une prière. Donne du pain à ceux qui n'en ont pas. Amen. Vous savez déjà pour qui vous allez voter les uns les autres? Oui, ça y est. Je sais pour qui je vais voter. Bon, une petite idée, mais rien d'arrêté. J'ai jamais été politique en fait. Je suis arrivé en France, je travaille très dur. J'ai appris ce que c'est que des impôts, payer des impôts. Après, derrière... il faut ce politicien, si tu votes pour lui, il va avoir ça. Je ne prête pas attention en fait. C'est un devoir en tant que citoyen d'aller voter, mais il y a ce côté où t'as pas l'impression de choisir, quoi. Vous attendez d'un candidat? Quand on voit la souffrance des Polynésiens qui viennent ici pour se faire opérer du cœur ou des choses comme ça, et qu'ils viennent seuls, j'ai presque envie de dire à nos politiciens, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour ces patients-là aussi? Tant qu'on ne changera pas le statut d'autonomie que nous avons au niveau de la Polynésie, on marquera toujours une différence. Ce qui est intéressant, c'est aussi d'aller voir dans leur programme où on en est au niveau des Outre-mer. Et quand on parle des Outre-mer, où est-ce qu'on en est au niveau de la Polynésie française? Parmi les candidats à l'élection présidentielle, il y en a certains, il y en a plus de 2, qui ont quand même compris qu'il fallait s'occuper davantage de la Polynésie française et qui ont décidé d'ouvrir des discussions avec les Polynésiens. Ça fait du bien d'entendre ça en tant que Polynésien, d'entendre qu'on veut nous écouter. Parce que c'est vrai qu'on est, avec les métropolitains inclus, on est 280 000 habitants. Ce qui nous sauve, c'est les 5 millions de kilomètres carrés de superficie. Parce qu'aujourd'hui, du coup, grâce à ça, alors effectivement, il a raison, on n'est que 280 000, sauf que l'étendue et la superficie qui représente une fois et demie la taille de l'Europe permet à la France aujourd'hui d'être deuxième au rang d'armée maritime. Bon, en tout cas, j'ai l'impression quand même que vous allez tous aller voter. Oui. Oui. Alors, Manouya, à la vôtre. Et à partir de demain, nous diffuserons les portraits des différents candidats.
Et ceux-ci seront un enjeu parmi tant d'autres pour le prochain quinquennat. Les droits des femmes seront au cœur de l'actualité demain, 8 mars. Cette journée permet de promouvoir une culture de l'égalité et du respect mutuel, des valeurs que l'on retrouve dans le sport. Sibel Plichard, Heidi Henko et Patrick Sing Sing ont rencontré Titawa Morin. À presque 70 ans, elle est toujours très active dans le milieu de l'athlétisme, entre autres. On saute dans le sable, mais on se réceptionne les 2 pieds collés. Est-ce le fruit du hasard? Les filles sont en majorité dans ce cours d'initiation à l'athlétisme. Mais à cet âge-là, filles ou garçons, l'entraînement est strictement le même, axé sur la coordination. Des fois, on n'aime pas trop les tours de stade. Qu'est-ce que vous préférez comme exercice? Les étirements et la course. À presque 70 ans, Titawa Morin ne se lasse pas d'enseigner l'athlétisme aux plus jeunes. C'est pas mal. Regarde, tu réussis à le faire, ok? C'est bien, mais tu n'as pas encore tendance à monter. Je veux que tu montes un peu plus. La fondatrice et présidente du club Tamat Ipunaru dispense ses cours 3 fois par semaine. Alors, j'ai des athlètes, par exemple des cadets, tout à l'heure que j'aurai en hauteur, c'est des gamins que j'avais à l'âge de 7 ans et qui à 16 ans sont toujours au club. Donc on leur a donné l'amour de l'athlétisme, l'amour du sport et pour moi c'est vraiment magnifique, quoi. Ah, il est très sympathique. Et ça c'est important? Oui. Pour progresser? Oui, puisque ça va nous permettre d'avoir un bon moral pour les entraînements. Une énergie positive puisée quotidiennement dans les plantes de son jardin. Son potager lui permet de mieux s'alimenter, elle qui souffre d'une insuffisance rénale. Si tu vois là-bas, j'ai mes haricots verts qui vont terminer, mais j'ai un autre haricot vert qui va pousser, j'ai des aubergines, j'ai des courgettes qui commencent à donner. Présidente de la Fédération d'athlétisme pendant 20 ans, Titawa a formé des entraîneurs ou des officiels techniques. Fidji, Samoa, Nouvelle-Calédonie, les Jeux du Pacifique n'ont plus de secret pour elle. Après une carrière bien remplie, elle a toujours la confiance du comité olympique polynésien. C'est une femme qui est engagée dans ce qu'elle fait. Quand elle décide de prendre une mission, elle sait qu'il faut aller jusqu'au bout, elle ira jusqu'au bout. Très engagée là-dedans, loyale, compétente. Elle a les qualités qu'il faut pour être chef de mission, sur qui je me repose. En ligne de mire, les mini-Jeux du Pacifique aux îles Mariannes au mois de juin, 120 athlètes à gérer. Pour moi, la femme, il faut qu'elle soit libre de faire, de travailler, libre de faire des activités, un peu comme moi je le suis, faire des activités, prendre en charge pas uniquement ses propres enfants, mais d'autres enfants pour les aider à grandir. L'éducation, un sacerdoce pour Titawa. Cette enseignante à la retraite n'a jamais vraiment arrêté de transmettre. Et Titawa Morin sera également l'invité café de la matinale radio demain. Ce sera à partir de 7h10. Les travaux de construction de la salle paroissiale d'Anao reprennent après une longue pause sanitaire. Les travaux qui ont pris énormément de retard, la faute à la livraison de matériel, entre autres. Les paroissiens sont d'ailleurs toujours en attente des derniers containers qui devraient arriver dans 2 semaines. Cet immense édifice, le premier du genre au Raromat Ei, permettra d'accueillir 800 personnes lors des événements organisés par l'église. Ginette Peneheta, une diacre, nous en dit plus au micro de Rosanam Eihuta. Ça sera une maison pour le peuple. C'est-à-dire que ce soit les résidents de Anao ou de Bora Bora, même aussi des autres arrondissements. Donc, c'est une grande maison. On voudrait que ça soit fini avant le mois de décembre. Et on termine avec de la musique et plus précisément de la fabrication d'instruments. À la veille du Heiva des écoles, le carnet de commandes de Tehei est plein. Il fabrique des toere et des baguettes, un savoir-faire transmis par son père et qu'il espère léguer à son tour. Rencontre signée Punua Tuti.
Nous sommes dans les hauteurs de Teruma. Chaque jour, Tavita et Tehei passent leur temps dans ce petit coin aménagé spécialement pour fabriquer des to'ere. Ici, ils doivent honorer une commande spéciale, 4 to'ere et 30 baguettes à fabriquer pour Taha. Pour fabriquer les baguettes, peu importe l'essence du bois utilisé, l'important pour Tehei, c'est de bien le tailler. Ensuite, Tavita utilise une polisseuse pour gommer les imperfections. Il faut compter environ 10 minutes pour avoir une baguette prête à l'emploi. À côté de l'atelier se trouve une petite table. Ici sont entreposés des pénous. Le processus de fabrication est plus long et demande plus de connaissances techniques. Le socle doit être droit. Vous avez la méthode des anciens qui n'a rien à voir à celle d'aujourd'hui. C'est un vieux qui m'a appris, comme ça, verbalement. Tu t'occupes du socle d'abord pour qu'il soit bien droit, ensuite des contours. Chaque mois, Tehei doit honorer une dizaine de commandes venues de toute la Polynésie, mais aussi du Mexique. En effet, le son du to'ere a aussi séduit les mariachis. C'est la fin de ce journal. L'information principale de ce lundi soir concerne le Taporo 7 qui est toujours en mauvaise posture à Motuuta. Le déchargement des marchandises n'a pas pu être effectué aujourd'hui. Le port autonome craignant un affaissement du quai car 1400 tonnes de fret pèsent sur le bateau. Demain, si les conditions le permettent, ils seront déchargés. Les habitants des îles sous le vent sont appelés à faire preuve de patience. À la une de votre quotidien, Tahiti Info titre sur cette affaire du Ranelagh, un non-lieu pour Gaston Floss qui était soupçonné de tentative d'escroquerie au jugement. Votre programme sur la première 2 épisodes de la série américaine 911 Lone Star, puis le premier débat consacré à la présidentielle enregistré cet après-midi en radio. Il sera diffusé en télé ce soir. Et enfin, l'action continue à Pékin pour cette nouvelle journée de compétition paralympique de Beijing 2022. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.